Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec Eric Antoine. Et à 9h30 pile, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Elle avait été la première journaliste femme à intégrer la rédaction d'Europe 1. Christiane Collange est décédée à l'âge de 92 ans. Romancière, essayiste, journaliste, la 5e enfant de la fratrie Servan-Schreiber avait dirigé Madame Express pendant près de 20 ans, avant effectivement de devenir chroniqueuse sur Europe 1 en 1970, à une époque où le milieu des médias était quasiment exclusivement masculin. Ses chroniques sur la mode resteront gravées dans la riche histoire de notre radio. Extrait, nous sommes à la rentrée 71 et Christiane Collange explique aux auditrices d'Europe 1 comment être à la page. Pour celles qui voudront dès le retour mettre leur silhouette à l'heure 72, voici les mesures à envisager. D'abord, il faudra s'armer de fils d'aiguille et de courage. Si les ourlets n'ont pas bougé depuis le printemps, ils ont sérieusement raccourci par rapport au maxi de l'hiver dernier. Si vous avez sacrifié en 70 à la mode ultra longue, il faudra raccourcir manteaux et jupes. On est vraiment dans les années 70. Effectivement, c'était la dernière de la famille Servan-Schreiber, Eric. Et parallèlement à ses activités radiophoniques, Christiane Collange a sorti de nombreux ouvrages à l'intention des femmes. Elle avait également collaboré avec le magazine Elle, ainsi qu'à la télévision avec l'émission Télématin et sur la chaîne LCI. Et puis la pression s'accentue pour Stéphane Plaza qui fait la une de Paris Match et qui est l'objet aujourd'hui d'une enquête du journal Libération. Alors que 2 anciennes compagnes de l'animateur d'M6 portent plainte contre lui pour violence physique et verbale, Libération publie à son tour une enquête réalisée au sein de la chaîne. Les personnes qui ont accepté de se confier au journal ont parfois voulu rétropédaler. S'il apprend que je vous ai parlé, je crains pour ma vie, il est capable de me faire du mal, aurait dit l'un de ses collaborateurs. L'enquête dresse le portrait d'un homme habité par un sentiment de toute puissance, dont le management serait toxique. Stéphane Plaza est le plus souvent décrit comme exubérant, extravagant, voire complètement agité du bocal, faisant beaucoup de bruit et de grands gestes théâtraux. Toujours d'après Libération, il n'hésiterait pas à forcer ceux qu'il croise à faire un selfie avec lui. Il veut faire croire que les gens se jettent sur lui et que les femmes atterrissent sur lui. Par ailleurs, Karine Le Marchand s'exprime pour la première fois depuis le début de l'affaire dans Paris Match. À la limite, dit-elle, c'est un con, un goujat, mais je ne l'ai jamais vu violent, rarement en colère. Après, je n'ai jamais été en couple avec lui. Je ne sais pas comment il se comporte avec ses maîtresses. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit, Karine Le Marchand, j'imagine, Eric Antoine? Oui, moi je connais beaucoup plus Karine que Stéphane, que j'ai croisé. Oui, il est exubérant. Oui, on peut le taxer, le mot est pas gentil, mais parfois on peut le taxer de beauf, c'est-à-dire il manque de délicatesse. Mais moi, j'ai jamais été témoin aussi de violence. Et encore une fois, j'étais très proche de Gilbert Rozon, qui, vous le savez, a été accusé 1000 fois, qui a été relaxé de ses 3 procès. Encore une fois, il y a une justice, il y a une loi, voilà. Donc moi, j'attends les résultats d'enquête. Je trouve que là, c'est terrible. Enfin, Stéphane, quoi qu'il arrive, sa vie est brisée. Ah oui. Donc que ces femmes disent la vérité, étaient victimes et soient dans un combat juste, qu'elles étaient blessées par lui sur un plan sentimental ou physique. De toute façon, il a sans aucun doute blessé ces femmes d'une manière ou d'une autre pour qu'elles réagissent comme ça. Donc c'est soit sentimental, soit physique, soit vrai, soit faux. Enfin, en tout cas, il s'est passé quelque chose. Mais nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc c'est quand même à la justice. Et là, la presse s'en empare. On fait ses choux gras pendant les... C'est terrible. Et puis ça engage plein de choses. Ça engage tous ces employés dans toutes les agences qui n'ont rien fait. Il est taxé de violeur alors qu'il n'y a pas d'accusation de viol, il y a des tags, enfin, il y a un délire, si vous voulez, quand même. Mais c'est vrai que du coup, ça devient beaucoup plus compliqué pour M6 là, de le garder, de le maintenir à l'antenne. Je ne sais pas ce que va faire M6, c'est leur décision. Je pense que pour le coup, M6 a diligenté une enquête interne extrêmement poussée dans laquelle je sais qu'ils vont avoir des résultats. Karine connaît très bien Stéphane et je pense qu'elle a la voix de la raison. Elle dit les choses comme elle les voit et comme elle les pense. Voilà, donc moi j'ai rien d'autre à dire. Je pense que la justice va le faire. Je pense que les témoignages, l'enquête interne d'M6 va être diligentée de la manière la plus précise possible et on verra. Allez, on change de sujet maintenant. Et pour la première fois depuis la rentrée, Laurent Ruquier s'est fait distancer par LCI. Un mois après sa rentrée, le 20h de Ruquier sur BFM TV a bien du mal à faire face à ses concurrents directs, déjà largement distancés par CNews depuis un mois. Laurent Ruquier s'est fait distancer par LCI mardi, et ce pour la première fois depuis la rentrée. Mardi soir, l'heure des pros 2 attirait 799 000 téléspectateurs, et dans le même temps, un œil sur le monde sur LCI réunissait 221 000 personnes, soit 6 000 de plus que BFM. En part de marché, ça fait 1% pour BFM, 1,1 pour LCI et 3,7 pour Pascal Praud sur CNews.
Et puis, vous êtes fan des années 80, eh bien, cette émission est pour vous. Un certain Jean-Luc Lemoyne, tiens, va bientôt vous proposer de tester vos connaissances concernant cette décennie qui est presque devenue avec le temps une marque, un label, un état d'esprit. Les années 80, c'est la fête, c'est l'excès, ce sont aussi des tubes improbables. Rendez-vous le 4 novembre sur France 3, samedi 4 novembre, pour Qui sera le champion des années 80, un prime tout en musique, bonne humeur et images d'archives. Jean-Luc m'a transmis hier la bande-annonce, elle vient d'être montée, écoutez. Ça vous dirait un retour dans les années 80? La coupe mulet, les survêtements fluo et le Walkman à cassette auto-reverse? Qui sera le champion des années 80? C'est un quiz avec des archives, des tubes et des invités surprises. Rendez-vous sur France 3 pour tester votre culture. Et si vous n'êtes pas dispo, programmez votre magnétoscope. Tous à vos magnétoscopes, objets phares évidemment des années 80. Il paraît qu'un certain Thomas Hill participera à cette émission. On va voir s'il a été bon. Si jamais je le crois, je vais lui demander. Si vous avez des infos. Il va chercher ses infos. Vous avez été bon ou pas? Vous verrez, je me suis débrouillé. Ce petit moment auto-promo est très chouette. Et puis ils sont déjà là, comme l'an dernier. La diffusion des téléfilms de Noël commence 2 mois avant Noël. Coup de foudre pour l'esprit de Noël. Une famille sur mesure pour Noël. Un Noël sous contrat. Coup de foudre à l'auberge de Noël. Il faut sauver la boutique de Noël. J'invente rien, ce sont des vrais titres. Depuis lundi, TF1 diffuse 2 téléfilms de Noël tous les après-midi. Alors cherchez pas, TF1 a gagné. Même M6, autre chaîne fan de ces téléfilms bourré de bons sentiments, n'a pas osé sortir les guirlandes et les boules aussitôt. J'ai regardé dans les archives des programmes télé. En 2015, il y a 8 ans, la diffusion des téléfilms de Noël, ça a commencé la 2e quinzaine de novembre. En 8 ans, on a avancé d'1 mois. À ce rythme-là, d'ici 2040, il y aura des téléfilms de Noël. Exactement, on va skier au mois de juillet, comme le craignait Gérard Jugnot dans Les Bronzés font du ski. N'est-ce pas un petit peu trop tôt? J'ai appelé Agathe Guimet, en charge des films de Noël sur TF1, pour lui poser la question. On commence cette année la diffusion à la même période que l'année dernière, parce que ça a très bien marché, que les audiences sont toujours au rendez-vous, donc on est ravis de l'expérience et on recommence. Pour nous, c'est déjà le bon moment, il commence à faire froid, on voit les décorations de Noël se mettre en place doucement dans les magasins, il y a une attente du public et ils sont au rendez-vous, en tout cas depuis lundi. On n'a pas d'objectif précis, mais les audiences de la CAT sont beaucoup plus hautes pendant la période de Noël. C'est comme ça tous les ans, on peut monter à 39% de part d'audience, comme ça a été le cas lundi pour le retour des téléfilms de Noël. Donc c'est assez exceptionnel, on est très contents, c'est un record pour nous et puis les téléfilms sur TNT marchent aussi très bien. Ouais, les audiences sont excellentes en après-midi. TF1 est large leader entre 14h et 17h avec ces téléfilms de Noël qui attirent chaque après-midi plus d'1 million, parfois 1,5 million, 2 millions de téléspectateurs. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Dans un instant, notre question média, mais d'abord